Paris, 15 mars 2026. Il est 18h45 lorsque, dans le silence feutré du palais de l'Élysée, Emmanuel Macron repose lentement son téléphone. Son teint a blanchi. À l'autre bout du fil, Sébastien Lecornu, installé à Matignon depuis 1 an et demi, vient de claquer la porte, définitivement. En quelques instants à peine, le chef de l'État bascule dans la crise la plus périlleuse de son second quinquennat. Ce qu'il ne mesure pas encore, c'est que la journée qui s'annonce va exposer crûment sa dépendance envers celui que certains surnomment déjà le souverain invisible. Ce qui devait ressembler à une transition maîtrisée s'apprête à tourner à l'aveu de faiblesse. Il ne peut pas me laisser tomber. Pas maintenant. Souffle Macron en faisant les 100 pas entre son bureau et les hautes fenêtres donnant sur la cour. Jusqu'à la dernière seconde, il s'était persuadé qu'il s'agissait d'un simple rapport de force, d'un coup tactique destiné à renégocier son périmètre d'action. Mais la voix de Lecornu, froide, déterminée, ne laissait aucune place au doute. Rideau. Déjà, l'information fuit. Les chaînes d'infos s'emballent. BFM TV interrompt ses programmes. Édition spéciale. Sébastien Lecornu remet sa démission au président de la République. En quelques minutes, la nouvelle traverse les rédactions comme une décharge électrique, semant la stupeur dans tout le microcosme politique. À l'Élysée, l'atmosphère vire à l'urgence absolue. Alexis Collère, pilier administratif du palais, rassemble à la hâte une cellule stratégique. Autour de la table du salon doré, une dizaine de conseillers écoutent son diagnostic sans phare. Nous disposons peut-être de 48 heures avant que la mécanique ne s'emballe complètement. La Ve République retient son souffle. Pendant que l'Élysée s'agitait, Emmanuel Macron n'attendait pas. Téléphone en main, il lançait déjà l'opération sauvetage. Il lui fallait un nouveau chef de gouvernement, immédiatement. Pourtant, une question s'imposait, brutale. Qui accepterait de prendre la place laissée vacante par Lecornu? La réponse s'annonçait moins évidente qu'il ne l'avait imaginé. « Passez-moi Édouard Philippe », lança-t-il d'un ton pressé. L'ancien locataire de Matignon, désormais installé à la mairie du Havre, apparaissait comme une solution presque logique. Expérience solide, image rassurante, capacité à parler bien au-delà du camp présidentiel. À 19h30, la communication s'établit. « Emmanuel, j'ai été informé. Situation délicate. » « Édouard, le pays a besoin de stabilité. J'ai besoin de vous, » insista le président. La réponse tomba, nette, polie, irrévocable. « Monsieur le Président, ma mission est ici, au Havre. Je vous souhaite de réussir, mais je ne serai pas votre recours. » Premier revers. Macron accusa le coup sans ralentir. À peine le combiné reposé, un autre nom surgit. Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie cochait toutes les cases. Poids politique, crédibilité européenne, stature d'homme d'État. Il était 20h. Le maire se trouvait à Bruxelles pour une réunion européenne. Appel direct sur son portable. « Bruno, il faut que vous reveniez. J'ai quelque chose d'important à vous proposer. » Mais là encore, l'espoir s'effrita. « Emmanuel, ma loyauté vous est acquise. Cependant, Matignon ne correspond pas à mon choix. Je reste à Bercy. » Deuxième refus. Dans les couloirs du palais, la tension devenait palpable. Un conseiller, à voix basse, formula la question que tous redoutaient. Si même les plus fidèles déclinent, qui acceptera? Le silence qui suivit en disait long. 20h30. Le temps file et l'Élysée s'enfonce dans l'incertitude. Emmanuel Macron change de stratégie. Puisque les figures évidentes se dérobent, autant tenter l'homme qui n'a jamais caché ses ambitions, Gérald Darmanin. Après tout, Matignon l'a toujours attiré. Peut-être verra-t-il là l'occasion attendue. Au même moment, Darmanin se trouve à Lille, plongé dans une réunion avec les préfets, lorsque son téléphone vibre. « Monsieur le Président, c'est une marque de confiance. Accordez-moi néanmoins 24 heures pour y réfléchir. Une telle responsabilité ne se décide pas à la légère. » Ni oui, ni non. Une réponse suspendue. Et pour Macron, ce délai sonne déjà comme un affaiblissement. Il espérait un engagement immédiat. Il obtient une hésitation diplomatique. Sur les écrans, les bandeaux défilent en boucle.
Les chaînes d'information dramatisent l'instant. Le tournant le plus risqué du quinquennat Macron. Qui pourra succéder à l'incontournable Lecornu? Dans son bureau, le président passe en revue ses options comme on feuillette un carnet d'adresses devenu soudain inutile. Élisabeth Borne, trop liée aux controverses passées. Gabriel Attal, talentueux, certes, mais jugé prématuré. Marlène Schiappa, impensable dans le climat actuel. 21h30. Nouveau coup de fil. Cette fois, direction François Bayrou, partenaire fidèle depuis 2017 et président du Haut Commissariat au Plan. Profil solide, expérience reconnue, autorité morale. François, la situation exige votre engagement, plaide Macron. La réponse, douce mais ferme, tombe. Emmanuel, je vous reste loyal, mais à mon âge, Matignon serait un marathon, et à Pau, on ne comprendrait pas ce départ. 3e fin de non-recevoir. 22h approche et le vide persiste. Toujours aucun successeur. L'urgence devient palpable. Alexis Kohler intervient, pragmatique. Peut-être faut-il sortir du cadre politique traditionnel. Un grand commis de l'État, un technicien reconnu. 22h15. Appel à Jean Castex, ancien chef du gouvernement, revenu à la mairie de Prades. L'expérience, il l'a. Jean, la République pourrait bénéficier de votre retour. La réponse ne tarde pas. Emmanuel, Matignon exige un tribut personnel trop lourd. Ma famille en a déjà payé le prix. Je ne recommencerai pas. 4e refus. Dans les couloirs du palais, les murmures prennent une tonalité anxieuse. Et si personne ne disait oui? Dans un dernier sursaut, Macron compose le numéro de Michel Barnier. Figure européenne respectée, symbole possible d'ouverture politique. Michel, le pays traverse une zone de turbulence. Votre expertise serait précieuse. Barnier décline avec courtoisie. Je suis touché, Monsieur le Président, mais ce serait un défi excessif à ce stade de ma vie. Et mon camp ne suivrait pas. 5e porte qui se ferme. Bientôt 23 heures. Toujours aucun premier ministre en vue. Le temps presse, l'autorité vacille. Pendant que l'Élysée cherchait un sauveur, le tribunal des réseaux sociaux rendait déjà son verdict. En quelques minutes, le mot-clé « Macron affolé » grimpait en tête des tendances. La tempête numérique ne faisait que commencer. Les adversaires politiques, eux, ne se firent pas prier. Marine Le Pen décochait la première flèche. Le président réalise enfin qu'il gouverne sans filet. Sous-entendu limpide, personne ne souhaite endosser un héritage aussi fragile. Jean-Luc Mélenchon enfonçait le clou avec son sens habituel de la formule. Le monarque dévêtu quémande des soutiens, mais qui voudrait récupérer un passif aussi lourd? À 23h30, loin des écrans et des tweets assassins, Emmanuel Macron s'abandonnait dans son fauteuil, vidé. Le regard perdu, il interrogeait Alexis Kohler. Comment avons-nous pu en arriver là? Sa voix trahissait une lucidité brutale. Sébastien était la clé de voûte. Sans lui, l'édifice vacille. En 1 an et demi, Lecornu avait endossé le rôle d'amortisseur permanent. Gestionnaire des tempêtes, négociateur acharné face au Parlement, porteur des réformes les plus inflammables. Son départ laissait un gouffre. Minuit sonne. Une ultime tentative s'impose. Macron compose le numéro de Catherine Vautrin, en charge des territoires. Profil expérimenté, ancrage local solide. Catherine, votre parcours parle pour vous. La France a besoin de stabilité. La réponse, empreinte de respect mais sans ambiguïté, tombe. Monsieur le Président, votre confiance m'honore. Toutefois, la responsabilité de Matignon dépasse ce que je peux accepter. 6e refus. La nuit n'en finit plus et le silence devient assourdissant. La nuit promettait d'être interminable. Vers 0h30, vidé, Emmanuel Macron tenta une pause. « Nous verrons cela à l'aube. Quelqu'un finira bien par accepter, » souffla-t-il, davantage pour se rassurer que pour convaincre. Mais le repos se refusa à lui. À 7 heures, cela faisait déjà 60 minutes qu'il arpentait les couloirs, les journaux du matin étalés devant lui. Les unes étaient sans pitié. Un premier ministre introuvable.
L'Élysée au bord de la crise. Qui osera dire oui au président? Comme si cela ne suffisait pas, les signaux économiques viraient au rouge. La monnaie européenne reculait face au dollar. Les marchés observaient, nerveux. Il fallait reprendre la main. À 7h30, le ballet des appels recommença. Cette fois, le président élargit le cercle, sollicitant des profils moins attendus. Stéphane Travers, Jacqueline Gouraud, même Marlène Schiappa, malgré les réticences internes. Les réponses tombèrent les unes après les autres, toutes courtoises, toutes négatives. 8 heures. L'évidence devenait brutale. Personne ne voulait succéder à Lecornu. Un conseiller, presque à voix basse, osa formuler l'impensable. Et si nous recontactions Sébastien? Peut-être accepterait-il de reconsidérer? Un silence lourd s'abattit. Revenir vers lui après une demi-journée d'échec revenait à reconnaître publiquement une dépendance totale. À 8h30, la fierté présidentielle céda devant la réalité. « Appelez-le », lâcha Macron. Alexis Colère hésita. « Monsieur le Président, cela finira par se savoir. »« Faites-le. » La ligne s'ouvrit. « Bonjour Emmanuel. »« Sébastien, il faut que nous échangions. Cette décision n'est peut-être pas irréversible. » La réponse fut froide. « Ma position est claire. Je vous l'ai exposée hier. » Macron insista. Il parla d'intérêt national, de stabilité, d'urgence politique. Il finit par admettre l'essentiel. « Ces dernières heures m'ont montré combien votre présence est essentielle. » Pour la première fois depuis son arrivée au pouvoir, il implorait l'un de ses propres collaborateurs. À 9h, la discussion se poursuivait. Lecornu ne disait pas non. Il posait des conditions. « Si je reviens, il faudra redéfinir nos règles. Davantage d'autonomie dans la composition du gouvernement, un regard décisif sur certaines orientations majeures. Et plus aucun désaveu public. Une ouverture étroite mais bien réelle. À 9h45, Macron capitula sans détour. « Dites-moi ce que vous exigez, nous adapterons ce qui doit l'être. » La scène était inédite. Le chef de l'État négociant sa propre survie politique avec celui qui venait de claquer la porte. Les exigences furent acceptées, une à une. Le rapport de force venait de changer. « Acceptez, Emmanuel. Tout est négociable. » À 10h30, Sébastien Lecornu franchit de nouveau les portes de Matignon. Le symbole est fort, mais rien n'est encore signé. Face à un président fébrile, il temporise. « Donnez-moi encore un peu de temps. Je dois peser ma décision. » Pour Macron, cette simple phrase sonne déjà comme une éclaircie après 13 heures d'angoisse continue. Une fissure dans le mur. Peut-être une issue. Autour de lui, les conseillers reprennent espoir. Les murmures circulent dans les couloirs. Il finira par dire oui. Il ne laissera pas le chef de l'État sombrer seul. Mais l'attente s'éternise. Lecornu savoure son avantage nouveau, pleinement conscient que le rapport de force s'est inversé. Il laisse planer le doute. Un nouvel appel. « Sébastien, avez-vous tranché ?»« Je réfléchis toujours. C'est une décision qui engage plus qu'un poste, Emmanuel. » À 12h30, les rédactions flairent le retournement. Les bandeaux télévisés évoquent un possible retour. Selon des sources proches de l'Élysée, des discussions seraient en cours, annonce BFM TV. La rumeur enfle, la pression aussi. Dans l'après-midi, Macron tente une troisième approche. Cette fois, l'argumentaire est plus pressant. Les marchés vacillent, l'opposition exploite la situation, votre retour est indispensable. La réponse est nette, presque clinique. Si je reprends mes fonctions, ce sera selon mes règles. Plus de critiques publiques, plus de décisions unilatérales. Je veux être consulté sur tout ce qui engage la ligne du quinquennat. Macron ne résiste plus. Vous aurez carte blanche. 13h30. Lecornu met fin au suspense. Très bien, je retire ma démission, mais nos engagements devront être respectés. Moins de 24 heures après avoir quitté ses fonctions, il les récupère, renforcés. Le communiqué officiel tombe. Sébastien Lecornu reprend ses responsabilités à la tête du gouvernement. L'effet est immédiat. La scène politique tremble. Les réseaux sociaux s'enflamment. Les oppositions jubilent. Capitulation présidentielle.
Il aura fallu une journée pour révéler la dépendance du président. En 24 heures, l'image d'autorité s'est fissurée. Et tout le monde l'a vu. 14h30. À l'Élysée, une conférence de presse est organisée à la hâte. Les visages sont fermés. Emmanuel Macron apparaît marqué, les traits tirés. Il doit expliquer l'inexplicable. Le contexte a changé, avance-t-il, d'une voix moins assurée qu'à l'ordinaire. Sébastien Lecornu a choisi de poursuivre son engagement pour le bien du pays. La salle ne lui laisse aucun répit. Les journalistes frappent sans détour. « Monsieur le Président, n'avez-vous pas subi un camouflet public? Pourquoi personne n'a accepté de prendre la relève? » Macron esquive, s'abrite derrière une formule. « Gouverner, c'est composer avec le réel. Nous avons retenu la solution la plus responsable. » Mais dans les travées de l'Assemblée nationale, la lecture est tout autre. Un député d'opposition lâche. Il vient d'étaler sa fragilité. Désormais, c'est Matignon qui tient les rênes. 15h30. Retour officiel de Lecornu à Matignon. Les caméras se pressent devant l'entrée. Il descend de voiture, sourire maîtrisé, salut mesuré. Aucun mot, pas une déclaration. Et pourtant, tout est dit. Son silence résonne plus fort que n'importe quel discours. Il vient d'imposer l'idée qu'il est incontournable. Dans son bureau, l'accueil est presque triomphal. Un collaborateur glisse avec ironie « Monsieur le Premier ministre, vous venez de redéfinir la hiérarchie du pouvoir. » 1630. Premier conseil des ministres après la tempête. L'air est chargé d'électricité. Emmanuel Macron préside, tente de rétablir une normalité de façade. Mais chacun perçoit que l'équilibre institutionnel a glissé. Lecornu n'est plus simplement le chef du gouvernement. Il incarne désormais la pièce maîtresse du dispositif. Les éditorialistes dégainent rapidement. Le président a perdu son ascendant, écrit un chroniqueur. En 24 heures, il a démontré sa dépendance. 1730. L'opposition exploite la brèche. Marine Le Pen assène. Son autorité est dissoute. Il n'est plus que l'ombre de sa fonction. Jean-Luc Mélenchon renchérit. Cette séquence révèle la solitude du macronisme. Un pouvoir isolé, accroché à celui qui l'a sauvé. En une journée, le récit a changé. Et chacun en tire ses conclusions. 18h. Les premiers chiffres tombent. Un sondage éclair vient confirmer ce que tout le monde pressentait. En 24 heures, la popularité d'Emmanuel Macron s'effondre de 8 points. À l'inverse, celle de Lecornu grimpe. Ironie brutale du moment. 18h30. Dans le bureau présidentiel, l'heure est au compte. Autour de la table, les visages sont fermés. Alexis Kohler tente d'alléger l'atmosphère. Nous avons contenu la crise. Le premier ministre est resté. L'exécutif tient. Macron ne partage pas cet optimisme. Sa voix est sèche. Pendant une journée entière, j'ai appelé tous ceux qui avaient occupé des responsabilités. Aucun n'a accepté. Ensuite, j'ai dû rappeler Sébastien et presque le supplier. C'est l'épisode le plus humiliant de ma vie publique. Le constat est sans appel. Déjà, les répercussions se matérialisent. Fort de son retour en position dominante, Lecornu annonce une nouvelle méthode de fonctionnement. Dorénavant, les arbitrages majeurs seront tranchés à Matignon. Toute communication stratégique devra être coordonnée avec nous. Un changement discret en apparence. En réalité, une bascule institutionnelle. Le centre de gravité du pouvoir vient de se déplacer. 19h30. Le président en fait l'expérience concrète. Le téléphone sonne. « Emmanuel, j'ai appris que vous envisagiez de dévoiler la réforme des retraites demain. Il serait préférable d'en discuter ensemble avant toute annonce. » Le message est clair. Désormais, le chef de l'État doit consulter son premier ministre avant d'agir. Les rôles se sont inversés. Dans les salles de rédaction, les analyses pleuvaient. Les éditorialistes disséquaient ce basculement inédit du pouvoir. Nous venons d'assister à une prise de pouvoir institutionnelle sans précédent, estimait un constitutionnaliste. Le mot était lâché. 20h30. La défaite présidentielle ne faisait plus débat. En l'espace d'une journée, Emmanuel Macron était passé du rôle de chef incontesté à celui d'acteur contraint, dépendant de son propre premier ministre. Le renversement était brutal.
Allongé dans l'obscurité ce soir-là, Macron prenait la mesure du désastre. Il avait envisagé d'écarter le Cornu. C'est finalement le Cornu qui avait imposé ses règles. Ces 24 heures entreraient dans les manuels politiques comme l'instant où un président élu au suffrage universel s'était retrouvé à négocier son autorité. 3 mois plus tard, la cicatrice était toujours visible. L'équilibre ne s'était jamais rétabli. Les arbitrages clés se prenaient à Matignon. Un député résumait cruellement la situation. C'est le Cornu qui impulse, Macron qui exécute. La formule fit florès. 6 mois après, lors d'un sommet européen, la transformation sautait aux yeux. Des dirigeants étrangers le remarquaient. On ne s'adresse plus vraiment au président français, glissait un responsable européen. Celui qui compte désormais, c'est son chef de gouvernement. Cette séquence de 24 heures avait laissé une empreinte durable. Elle avait redéfini les rapports internes du pouvoir et révélé les fragilités du système. 1 an plus tard, l'onde de choc persistait. Dans l'intimité, Macron admettait auprès de ses proches « Ces heures-là m'ont appris ma vulnérabilité ». Celui qui avait conquis l'Élysée à 39 ans, brisant les codes traditionnels, découvrait sa propre limite. « Il a pris 10 ans en une nuit », confiait un collaborateur. Cet épisode l'a profondément atteint. Le changement était perceptible. L'ancien président volontariste consultait désormais son premier ministre avant chaque initiative majeure. « Il redoute la confrontation », observait un ministre. « Il avance prudemment de peur de raviver la crise. » La pratique institutionnelle s'en trouvait bouleversée. Le chef du gouvernement n'était plus un exécutant discret. Il occupait désormais une position équivalente, sinon dominante. « Le Cornu dirige, Macron accompagne », ironisait un élu d'opposition. Même à l'international, la perception avait évolué. Au G7, des chefs d'État notaient son attitude plus hésitante. « Il paraissait affaibli », rapportait un conseiller étranger. Il vérifiait constamment son téléphone comme s'il attendait un feu vert. La crise n'avait pas seulement modifié un équilibre interne, elle avait exposé au monde entier une vulnérabilité inattendue. Et cette image, une fois imprimée, ne s'efface jamais complètement. À l'international, l'image de la France s'en trouvait écornée. Comme le résumait un diplomate européen, lorsqu'un chef d'État paraît dépendre de son propre chef de gouvernement, c'est toute la crédibilité du pays qui vacille. Pour Sébastien Lecornu, en revanche, l'épisode révélait une habileté stratégique remarquable. En une seule journée, il avait retourné la situation à son avantage, transformant un départ annoncé en démonstration d'autorité. Il a mené la partie avec une précision redoutable, confiait un ancien locataire de Matignon. Il a fait passer un message clair. Sans lui, rien ne tient. Désormais, son autorité ne relevait plus de la perception, mais des faits. Les décisions majeures transitaient par Matignon. L'Élysée, autrefois centre névralgique, se contentait d'entériner. « Nous arbitrons ici, puis nous transmettons au palais », expliquait un proche de Lecornu. En pratique, la signature présidentielle n'était plus qu'une étape protocolaire. Ce glissement institutionnel alarmait certains juristes. « Le fonctionnement du régime se transforme sous nos yeux », avertissait un constitutionnaliste. Dans les faits, le premier ministre assumait la conduite effective de l'exécutif. Et loin de s'en offusquer, Lecornu s'accommodait parfaitement de ce nouvel équilibre. Investi d'une légitimité renforcée, il avançait sans frein. Il aperçut la vulnérabilité du président, analysait un observateur politique. Et il en a tiré toutes les conséquences. Cette latitude nouvelle s'exerçait dans tous les champs. Réformes sociales, choix économiques, diplomatie. Le schéma était simple. Lecornu décidait, Macron validait. L'épisode le plus parlant resta celui de la réforme des retraites. Le président envisageait un recul à 65 ans. Lecornu plaidait pour 64. La version retenue fut celle du Premier ministre. Un journaliste ironisait « Le matin, on parlait de 65, le soir, on annonçait 64. Entre les deux, Matignon était passé par là. » Cette anecdote résumait à elle seule la redistribution des cartes. L'opposition ne manqua pas d'exploiter la brèche. Marine Le Pen dénonçait un président vidé de sa substance. Jean-Luc Mélenchon moquait un exécutif bicéphale où une seule tête décide. Le message était limpide. Le centre du pouvoir avait changé d'adresse. Les critiques faisaient mouche.
Emmanuel Macron ne parvenait plus à incarner la verticalité présidentielle propre à la Ve République. L'image du chef incontesté s'était fissurée. Un éditorialiste, caustique, parlait même d'un syndrome d'attachement inversé. Il semble lié à celui qui l'a publiquement affaibli. Cette dépendance n'était plus seulement politique, elle devenait presque psychologique. Elle transparaissait lors des moments symboliques du pouvoir. En 2027, pour les traditionnels vœux présidentiels, Macron aurait sollicité l'avis de Lecornu jusqu'aux ultimes ajustements. Le texte final a été amendé à Matignon, confiait un proche. Désormais, le président hésitait à prendre la parole sans validation préalable. Une situation qui frôlait l'absurde et interrogeait l'essence même des institutions. Comment un chef de l'État élu directement par le peuple pouvait-il apparaître sous l'influence d'un collaborateur nommé? C'est inédit dans notre histoire contemporaine, observait l'historien Jean Harry. Jamais l'équilibre entre les deux têtes de l'exécutif n'avait penché à ce point. Et cette prééminence ne se limitait pas aux grandes décisions. Elle s'étendait aux détails les plus ordinaires. Les listes d'invités aux dîners officiels, l'agenda du président, l'organisation des déplacements, tout passait par Matignon. Rien ne se décide sans son feu vert, murmurait un employé du palais. Même les menus des réceptions étaient soumis à validation. Cette gestion minutieuse traduisait une emprise totale. Le centre de gravité du pouvoir avait changé d'adresse. Autour de lui, les fidèles de la première heure observaient le changement avec inquiétude. Alexis Kohler, Ismaël Emelien, Sibeth Ndiaye, tous voyaient bien que quelque chose s'était brisé. « Emmanuel n'est plus celui que nous avons connu », soufflait l'un d'eux. Cet épisode l'a profondément atteint. Il remet tout en question, y compris ceux qui lui sont restés loyaux. La blessure était invisible, mais ses effets, eux, bien réels. La méfiance s'installait. Les décisions se faisaient attendre. Là où autrefois il avançait sans hésiter, Macron temporisait désormais, repoussait, reconsidérait. Un ministre résumait la métamorphose avec une pointe d'amertume. Le président impulsif est devenu excessivement prudent. Et cette prudence, loin de rassurer, affaiblissait son autorité. Car pendant que l'Élysée pesait chaque mot, Matignon, lui, avançait. Lecornu tranchait là où Macron doutait. Un proche du Premier ministre le formulait avec franchise. En politique, celui qui décide vite imprime le rythme. Sébastien l'a compris. La comparaison devenait implacable. Réflexion d'un côté, action de l'autre. Cette dynamique séduisait une partie de l'opinion, fatiguée des tergiversations passées. Les enquêtes d'opinion le confirmaient. Près de 7 Français sur 10 déclaraient faire davantage confiance à Lecornu pour prendre rapidement les bonnes orientations. Un chiffre lourd de sens. « Nous assistons à un phénomène rarissime », analysait un spécialiste des sondages. Jamais un chef de gouvernement n'avait surpassé son président avec un tel écart de crédibilité. Le basculement n'était plus seulement institutionnel. Il était aussi populaire. La montée en puissance de Lecornu ne se limitait plus à l'exercice quotidien du pouvoir. Elle nourrissait désormais toutes les conversations sur l'après-Macron. Dans les cercles politiques, un scénario revenait avec insistance. 2027. Nombreux étaient ceux qui voyaient en lui l'héritier naturel de la majorité. Certains allaient plus loin. Même si Emmanuel tentait un nouveau mandat, il aurait du mal à défendre sa légitimité face à Sébastien. À l'Élysée, cette hypothèse faisait frémir, remplacée par celui qui l'avait progressivement éclipsé durant tout le quinquennat. L'image était insupportable. « Il y pense plus qu'on ne croit », glissait un proche du président. Il sait que Lecornu coche toutes les cases. Et en effet, l'argumentaire semblait solide. Une cote de confiance élevée, une pratique gouvernementale aguerrie, des relais politiques efficaces et surtout cette réputation d'homme d'action. Un analyste résumait cruellement « Lecornu symbolise la maîtrise là où Macron paraît hésitant ». À entendre certains stratèges, si l'élection avait eu lieu immédiatement, l'issue aurait été claire. Cette lecture, largement partagée, mesurait l'ampleur du basculement intervenu 2 ans et demi plus tôt. La crise des 24 heures n'avait pas seulement fragilisé un président, elle avait redessiné le paysage politique. Le constat s'imposait.
L'autorité réelle avait changé de camp. Le Cornu conduisait, Macron accompagnait. Ces heures ont marqué un tournant, concluait un historien. Elles ont démontré qu'au sommet de l'État, la légitimité formelle ne suffit pas toujours à garantir le pouvoir effectif. La Ve République venait de vivre l'un de ses épisodes les plus révélateurs. Ce fut l'instant précis où un chef de l'État comprit que son autorité reposait sur un autre, et où ce dernier saisit qu'un simple refus, au moment opportun, pouvait tout faire basculer. Emmanuel Macron pensait diriger seul. Il découvrit qu'il dépendait d'un homme qu'il croyait subordonné. Sébastien Lecornu, censé seconder, finit par imposer sa loi. En l'espace d'une journée, les positions s'étaient inversées. Une démonstration politique implacable. La morale semblait limpide. Dans une démocratie, le pouvoir réel n'est pas toujours entre les mains de celui qui a été choisi par les urnes, mais parfois entre celles de celui qui sait exploiter la faille au moment exact. Pourtant, le récit ne s'achevait pas sur cette image de domination. 2 ans plus tard, un nouvel éclairage bouleversa la lecture des événements. Mars 2028. Un ancien conseiller de Matignon publiait un ouvrage au titre évocateur, « Dans l'ombre du pouvoir ». Les révélations étaient explosives. La démission de Lecornu n'aurait rien eu de spontané. Tout avait été planifié, écrivait Jean-Baptiste Moreau. Il s'agissait de mesurer la dépendance du président et de consolider notre position. Le choc fut immédiat. Une enquête judiciaire mit au jour des enregistrements troublants. On y entendait Lecornu déclarer « Emmanuel manque de solidité psychologique. Si j'accentue la pression, il cédera. » Ces propos firent basculer l'opinion. L'image du stratège brillant se fissura, laissant place à celle d'un calculateur prêt à instrumentaliser les institutions pour asseoir son pouvoir. La sanction fut rapide. 15 points de popularité envolés. Par contraste, Macron bénéficia d'un regain de sympathie. La figure du président humilié se transforma en celle d'un dirigeant trahi. Le retournement était total. Mai 2028. Après un échange particulièrement tendu dans les salons de l'Élysée, Sébastien Lecornu quitte ses fonctions pour de bon. Cette fois, aucun retour possible. La page se tourne. Gabriel Attal est nommé pour lui succéder. Son arrivée symbolise une forme de rééquilibrage institutionnel, presque un retour aux fondamentaux. L'épisode des manœuvres et des rapports de force semble clos. 3 ans ont passé depuis la crise qui avait ébranlé le sommet de l'État. Le verdict, aujourd'hui, se révèle plus complexe qu'on ne l'aurait cru. Emmanuel Macron a retrouvé une partie de son ascendant. Pourtant, l'épreuve a laissé une empreinte durable. Il ne fait plus confiance aussi facilement, confie un proche. Il a compris, à ses dépens, que la loyauté en politique n'est jamais acquise. Quant à Lecornu, il s'est effacé du paysage national. Installé en Normandie, loin des caméras, il évite toute exposition publique. Il paie le prix de ses calculs, estime un analyste. Sa crédibilité s'est évaporée. Avec le recul, cette séquence apparaît comme un cas d'école. Elle montre comment une stratégie audacieuse peut permettre de prendre l'ascendant sur un chef d'État, mais aussi comment l'excès de manœuvre peut se retourner contre son moteur. La morale est limpide. En régime démocratique, la ruse peut produire des effets immédiats. Mais sur le long terme, la vérité finit par refaire surface. Et lorsqu'elle surgit, elle emporte tout. L'épisode Lecornu-Macron restera gravé comme l'illustration parfaite de cette loi politique intemporelle.